Samir Hamella va nous présenter sa vision de l'IA et l'apport de valeur au sein de la Redoute. Bonjour à tous, merci pour cette introduction et puis merci aussi pour cette présentation parce qu'effectivement, dans ce qui a été dit, moi je retrouve un certain nombre de problématiques auxquelles on est confronté. Alors c'est vrai que je pourrais peut-être vous montrer un cas, un use case en fait, et comment finalement on adresse ces sujets au sein d'une entreprise comme la Redoute, qui est effectivement une entreprise de retail. Ce qui m'a semblé important et il y a des choses sur lesquelles je souhaiterais revenir avant de présenter les cas qu'on adresse au sein de la Redoute, c'est que vous avez effectivement parlé des évolutions récentes qui ont permis finalement de faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Vous avez juste avant distingué, par exemple, en tout cas, mis l'accent sur l'IA connexionniste, en fait, ou connectiviste, pardon, et qui finalement est beaucoup mis en avant récemment, puisqu'on a vu à la fois, comme vous le disiez, augmenter très significativement le volume de données sur lesquelles on peut travailler et donc ce qui nous a entre autres permis de réaliser des avancées. C'est vrai que moi, je me rappelle, c'est pareil, j'ai commencé il y a quelques années, je travaillais sur des cartes de Conan dans les années 90, et donc voilà, les réseaux de neurones et puis les perceptrons ne sont pas de nouvelles choses, et c'est des choses qui existent depuis des années. Toujours est-il qu'effectivement, on a à la fois beaucoup de données et puis on a vu aussi évoluer l'informatique. Hein. Aujourd'hui, on distribue les calculs, on utilise d'autres formes d'outils de compute. En fait, on fait du GPU, on fait d'autres choses et on arrive justement à franchir un certain nombre de caps. Tout ça pour dire que effectivement, ce sont des méthodes dont on parle énormément, que tous les data scientists et tous les collaborateurs souhaitent aborder, et à la Redoute en particulier. Mais quand on parle d'IA, il y a aussi l'IA symbolique, et c'est vrai que l'IA symbolique, c'est une approche de l'IA qui est très différente, qui est peut-être un peu moins sexy, mais qui mérite en fait de continuer à exister. Alors que quand on parle d'IA symbolique, on parle de règles de gestion, de systèmes experts. Alors, moi, je ne vois pas forcément d'antagonisme entre l'IA connexionniste et l'IA symbolique, parce qu'on peut utiliser les deux concomitamment. On peut utiliser des modèles plus classiques, une régression logistique ou un réseau une classification ou une AFC pour récupérer de l'information et puis ensuite le traiter dans le cadre d'un certain nombre de règles pour automatiser des choses, pour faire ce qu'on pourrait qualifier d'IA. Et effectivement, je pense que ça mérite d'exister j'introduis mon propos par ce biais-là parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'enjeux. Alors, je peux peut-être vous partager un PowerPoint. Hein. Je vais essayer de prendre la main voilà, après cette introduction pour vous dire et pour vous montrer pourquoi, en fait, je n'exclus pas en fait de ma démarche cette IA symbolique. Alors, est-ce que c'est… Non, c'est pas ça, excusez-moi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on voit très bien. Très bien. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on a un certain nombre d'enjeux. Alors, les enjeux, je vais vous les donner rapidement. En fait, on a un enjeu. Le premier, c'est de ne pas décrédibiliser la démarche. Et c'est pour ça qu'effectivement, on adresse ces enjeux les uns après les autres. Quand on veut, par exemple, automatiser quelque chose à la Redoute, effectivement, on se pose souvent la question de est-ce qu'un système expert ne ferait pas le job? Et effectivement, c'est dans un certain nombre de cas le cas, et donc ça nous permet justement de ne pas décrédibiliser la démarche et d'aborder parfois très simplement des sujets d'automatisation, en tout cas qu'on pourrait qualifier d'IA, sans avoir à développer des choses trop compliquées ou de faire du machine learning. L'autre point et l'autre sujet qui se pose très régulièrement, c'est celui du make or buy. Alors effectivement, c'est un sujet, à mon avis, qui se pose dans de nombreuses entreprises. J'ai l'occasion de côtoyer d'autres entreprises que la Redoute. Et il est vrai que le sujet du make or buy est très important dans la mesure où il existe des dispositifs IA qui sont déjà très matures. Hein. Vous parliez, par exemple, de chatbot. On sait que le NLP, ça fonctionne
plutôt bien et qu'il y a des gens qui ont développé et des prestataires ou des entreprises qui développent en fait des compétences très fortes en la matière. C'est pareil pour le computer vision. Et donc, il est parfois pas nécessaire en fait de redévelopper des choses depuis le début. Donc, on va aller chercher des services qu'on va parfois aussi justement utiliser et donc aller chercher par exemple un étiquetage automatique d'image ou de la reconnaissance d'image qu'on va ensuite manipuler, récupérer ces étiquettes, cette reconnaissance et qu'on va manipuler justement dans un algorithme qui va nous permettre d'automatiser des choses et donc combiner justement cette IA symbolique et cette IA connexionniste ou connectiviste, je ne sais jamais quel terme employer. Par ailleurs, et je vous donnerai dans le cadre des use cases que je vais vous présenter, la raison de pourquoi parfois on passe par du bail et parfois c'est des choses qui ne sont pas forcément très matures, c'est qu'on a parfois des spécificités, et donc c'est un de nos use cases, logistiques notamment, où en fait la maîtrise de l'IA, des techniques d'intelligence artificielle est au moins aussi importante ou est aussi importante que la maîtrise du métier lui-même. En logistique, en fait, c'est des métiers très spécifiques et qui nécessitent de passer par des prestataires qui connaissent à la fois l'IA et l'intelligence artificielle, ils connaissent très bien aussi la logistique. Et par définition, en fait, dans une direction comme celle que je pilote, on est très généraliste puisqu'on s'adresse à l'ensemble de l'entreprise, au marketing, à la logistique, à la direction financière, et on n'a pas forcément le staff et la capacité de nous spécialiser très profondément dans un métier aussi spécifique que celui de la logistique. Et donc, on passe parfois par des spécialistes et des gens qui font à la fois de l'IA et de la logistique. Voilà pour mon introduction. Elle est un peu longue, mais ça vous permettra ensuite de mieux comprendre notre situation. Donc, comme je vous le disais, voilà, le premier slide, c'est celui-ci. C'est qu'effectivement, on a très peu de make et beaucoup de buy parce qu'on n'éprouve pas toujours le besoin de développer nous-mêmes, en fait, ou en tout cas, on considère qu'il y a des choses qui existent déjà et qu'il n'est pas nécessaire de réinventer des choses qui sont déjà plug and play, très faciles à utiliser et utilisables en l'état. Alors, on est confronté à des prérequis, en fait, quand on fait de l'intelligence artificielle. Alors, je suis désolé, mes slides sont en franglais parce que j'ai récupéré des slides, j'ai fait du picking un peu dans différentes présentations. Mais effectivement, on est confronté à des prérequis. Alors, on doit d'abord savoir de quelles données on a besoin. Et pareil, la personne qui est intervenue juste avant moi a mis l'accent sur l'importance de la data, évidemment. Et c'est pour ça, en tant que Chief Data Officer, dans la direction data, l'IA est l'une de nos prérogatives parce qu'effectivement, c'est la matière première du sujet. Et donc, on doit identifier de quelles données on va avoir besoin et est-ce qu'elles sont disponibles. Donc, on va effectivement se poser cette question. Alors, à la Redoute, on a énormément de données, plusieurs centaines de téraoctets. Donc, on a 90% des données qui existent et qui sont déjà à disposition dans nos systèmes. Est-ce qu'elles sont mobilisables? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a identifié qu'elles étaient là et qu'on les avait qu'elles sont forcément, stables et mobilisables facilement. Il y a plusieurs sujets qui se posent. Alors, on va parler de la sécurité. Effectivement, est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées? Est-ce qu'on va pouvoir les manipuler facilement? Est-ce elles respectent le cadre législatif du RGPD et est-ce qu'on va pouvoir aussi les utiliser? Et surtout, est-ce qu'elles sont stables? Parce qu'à partir du moment où on va automatiser un processus, si sa donnée n'est pas stable et que, voilà, une fois sur deux, elle n'est pas disponible le matin quand on regarde ou c'est pas une donnée en temps réel et qu'elle n'est pas disponible facilement et que souvent on se retrouve avec des ruptures en fait dans l'approvisionnement de ces données, on se retrouve avec des choses qui sont parfois qui vont exposer le client final et qui vont moins bien fonctionner. Et donc, on se retrouve avec une certaine criticité, une certaine sensibilité aussi en fonction de ces données. Et on doit voir dans quelle mesure, justement, avant de lancer un sujet, avant d'automatiser un sujet, ces données sont facilement mobilisables. Ensuite, effectivement, on a parfois des difficultés à spécifier clairement le sujet. On utilise des IA, on veut leur faire papa-maman. Et passez-moi la trivialité de cette expression, mais on n'est pas dans les métiers toujours au fait avec
qu'est l'IA, et donc on a un gros travail parfois d'évangélisation. On doit bien faire comprendre aux gens qu'on doit parfois décomposer un problème pour pouvoir le traiter efficacement. Et puis ensuite, on a des sujets parfois de déploiement opérationnel, et vous verrez à travers un des deux use cases que je voudrais vous présenter que on se confronte, en tout cas à la Redoute, parfois à des sujets transformatifs. Encore une fois, excusez ce terme qui est très moche, qui est pas, sans doute pas français, mais on commence à se confronter en fait à une data transformation. On a beaucoup parlé de transformation digitale, et bien en fait, dans le cadre de certains de nos projets, on se rend compte que la data et l'IA peut aussi nous conduire à revoir les choses en profondeur et voir des sujets d'organisation et même voilà, d'incentive, etc., au sein de l'entreprise. Donc voilà un peu les sujets auxquels on est confronté dans le cadre de notre exploitation de la data et de l'IA. Sans plus tarder, je vais vous présenter. Alors, je vais vous donner quand même le sujet. Donc, on a des sujets de maturité. On a effectivement une data qui est plutôt disponible à la Redoute, et on en a beaucoup, comme je vous le disais. En termes de stabilité, on s'est lancé ces 2 dernières années dans des sujets de data ops, parce qu'effectivement, la data, la direction que je pilote a été un peu construite comme un proof of value. Il fallait faire la valeur et montrer au reste du comité de direction que c'était un sujet qui pouvait créer de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de POC qui ont été mis en place de manière un peu artisanale, beaucoup de données et de flux qui ont été tirés de manière un peu artisanale. Et en fait, on se retrouve avec un certain nombre d'écueils. Quand on a un flux qui tombe en panne, on passait une semaine à faire du reverse engineering pour réussir à comprendre ce qui n'allait pas. On avait voilà, pas forcément de knowledge management, c'est-à-dire de documentation à propos de tous les flux qui nous alimentaient. On a un sacré paquet, si je puis dire, excusez encore l'expression. Et donc, il a fallu nous engager dans une démarche assez profonde, en fait, qu'on n'a pas tellement fini, de documentation, de repository de code, d'automatisation, de monitoring, effectivement des flux, de FinOps aussi, puisqu'on travaille sur une plateforme GCP qui autoscale, et donc on doit mesurer de plus en plus finement en fait les coûts de façon à ce qu'ils ne nous échappent pas. Ensuite, on a un sujet de maturité de l'organisation sur lequel on travaille, et un sujet de maturité des équipes, et vous le verrez à travers les cas que je vais vous présenter. Donc, voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter 2 cas. Un premier cas qui est justement un cas plus simple finalement d'IA symbolique, au sens où effectivement c'est plutôt un système expert qui va s'appuyer sur des méthodes statistiques plutôt classiques, de probabilité, etc., mais qui nous permet d'automatiser des choses. Et ça me permet à la fois de vous montrer que ce n'est pas forcément des sujets voilà, d'UX, etc., comme on a pu le voir, mais ça peut être aussi des sujets de data quality, des sujets un peu plus terre à terre, mais qui nous permettent voilà, de créer de la valeur. Donc, le premier sujet, c'est un sujet finalement de data quality, et c'est un sujet dans lequel on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre d'anomalies dans nos publications de produits. Alors, des anomalies à travers la description du produit, parfois c'était des photos qui manquaient ou qui étaient de très mauvaise qualité, parfois c'est des prix et des problématiques de prix, et donc on avait un cas en fait à traiter. Alors, le cas que je voulais vous montrer, c'est le cas du prix, justement. Alors, vous voyez que là, c'est un produit qui ne devrait pas coûter le prix qu'on affiche ici, hein. Alors, c'est combien? 97 626 euros pour un petit bibelot. Donc, autant vous dire qu'on ne peut pas le vendre, hein. Quand on affiche ce genre de produit sur notre site, on ne les vend pas. Et donc, on se retrouve avec des produits qui sont invendus. Alors, c'est sûr que produit par produit, ça peut paraître dérisoire. On a plus d'1 million de références sur notre site. Et si vous mettez tous les produits qui contiennent ce genre d'anomalie bout à bout, alors qu'il s'agisse de la marketplace ou de ce qu'on appelle le stock porté, c'est-à-dire des produits qu'on va stocker dans notre entrepôt, qu'on achète et qu'on revend, vous mettez tout ça bout à bout, et ben la long tail fait que ça représente un volume significatif de produits, et donc un manque à gagner important. Voilà, l'idée, c'était d'identifier à la fois ces anomalies et de les répertorier, de les comptabiliser, et ensuite de les vérifier, donc d'envoyer une alerte auprès des catégories managers, des gens qui ont la connaissance. Alors, c'est sûr que quand il s'agit
de l'exemple que je vous ai montré auparavant, c'est facile de comprendre que c'est une anomalie, que ce n'est pas vraiment possible d'avoir ce type de petits produits à ces prix-là, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Alors c'est sûr que voilà, si ça avait été 100 euros, peut-être qu'on se serait plus posé la question. Et donc ça vaut le coup de le faire valider et vérifier parfois par des êtres humains avant de le corriger. Et donc effectivement, ça nous permet de vendre le produit. Alors je vais vous montrer les features qu'on a développées dans le cadre de ce projet. Alors, on est en train de le développer encore, hein, il est loin d'être fini. Alors, les valeurs manquantes, les prix aberrants, les volumes anormaux qu'on peut constater. On travaille aussi sur justement la fraîcheur des données. Parfois, on a des produits qui sont même plus au catalogue et qu'on oublie de dépublier. Et donc, effectivement, c'est un sujet qu'on qualifie de data quality et qui, à travers des techniques à la fois statistiques et algorithmiques, c'est-à-dire qu'on va programmer un certain nombre d'alertes et un certain nombre de règles, nous permettent de détecter en fait ce genre de problèmes et d'anomalies. Alors là, c'est un autre exemple que je voulais vous montrer. Alors, c'est sûr que quand vous avez effectivement pareil un pantalon de pyjama à 2000 euros, voilà, encore une fois, en termes de manque à gagner, ça peut être problématique. Alors, encore une fois, hein, si c'est un pyjama à 100 ou 200 euros, peut-être qu'on peut avoir un doute et se dire, bon, ça mérite d'être validé par le catégorie manager. Et donc, une alerte va partir et on va lui demander une validation. On développe même une interface pour permettre justement de valider et de corriger les prix quand il y a un doute. Et quand il n'y a pas de doute et quand l'écart est trop important et qu'on a une probabilité vraiment très faible d'avoir un prix qui est le bon, eh ben là, on va entrer dans un process beaucoup plus automatisé. Voilà, je vais voilà, pas m'étendre très longtemps sur les exemples. Vous voyez, on a des tableaux de bord, on utilise tous nos dispositifs de monitoring pour permettre justement d'identifier et de mesurer en fait ces anomalies et automatiquement, autant que faire se peut, les corriger et alerter quand on ne peut pas automatiser la correction. En tout cas, la détection se fait de manière automatique. Voilà, et puis on a des checks beaucoup plus rudimentaires, mais encore une fois, c'est des méthodes statistiques qui nous permettent de faire ces checks. Voilà, ça c'était un exemple très simple. Je voulais vous parler d'un autre exemple qui est pour le coup un peu plus compliqué et qui renvoie en fait à ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire à des systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus élaborés. Là, pour le coup, on utilise un réseau de neurones LSTM pour ce sujet-là. C'est un sujet qui nécessite à la fois des compétences très pointues en intelligence artificielle, en modélisation et voilà, en ML engineering, et à la fois une compétence très pointue en logistique, voire même en fait en finance, en gestion des stocks. Enfin, il y a tout un panel de compétences qu'on doit appréhender pour pouvoir maîtriser ces sujets. Donc, c'est un sujet en fait de gestion de la démarque. Alors, vous le savez, à la Redoute, on n'est pas un site de luxe, en fait. Donc, sur le prêt-à-porter, notamment, hein, sur le meuble, on a un peu moins le sujet, mais sur le prêt-à-porter, on concède beaucoup de marques. En fait, on est sur un marché, le prêt-à-porter, qui est très challengé, qui est très concurrentiel. Et donc, effectivement, cette démarque, elle nous coûte de l'argent. Et en fait, on est souvent victime d'un effet ciseau sur les marges. Et donc, effectivement, nos enjeux pour rentabiliser cette verticale du prêt-à-porter, c'est finalement de garder ce levier de la promotion qui est très important pour nos clients parce qu'effectivement, encore une fois, c'est un marché très concurrentiel et la démarque joue énormément, tout en maîtrisant finalement cette démarche, en concédant cette démarque, pardon, et en concédant un minimum finalement de démarque quand ce n'est pas nécessaire et de garder une marge qui nous permette de ne pas perdre de l'argent parce que c'est souvent le cas en prêt-à-porter. Il arrive à beaucoup d'acteurs de concéder tellement de démarques qu'ils finissent par perdre de l'argent. Donc, c'était vraiment un algorithme qui nous aidait à la fois à manager cette démarque et à écouler les stocks. Alors effectivement, on apprend en limite parce qu'on serait tenté de se dire, bon, on écoule les stocks, on
on concède le moins de démarques possible, on maximise les ventes, le chiffre d'affaires, la marge nette, etc. Et donc, encore une fois, ça rejoint mon point. Il a fallu mettre tous les interlocuteurs autour de la table, mon point de préambule, le directeur financier, le directeur logistique, le directeur commercial, pour se mettre d'accord autour des KPI qui étaient les plus importants, parce qu'on ne pouvait pas optimiser tout en même temps. Et il a fallu choisir finalement ce qu'on optimisait. En l'occurrence, on optimise surtout en fait la marge nette et ensuite l'écoulement des stocks. Et puis on s'arrête là pour pas avoir quelque chose de trop compliqué à mettre en place. Alors, voilà, je vous passe quelques screenshots, hein. L'idée, c'est juste de vous montrer quelques screenshots en ayant la voix off, mais ce qu'on a fait, donc effectivement, c'est de déployer avec une entreprise externe qui s'appelle Locad cet algorithme qui nous permet effectivement de gérer cette démarque. Ce qui est important, en fait, c'est pas tant l'algorithme. Alors, vous voyez, on a un certain nombre de tableaux de bord et on a des prévisions. Enfin, il y a toute une démarche autour, en fait, de cette gestion de la démarque. Mais ce qui est important, en fait, dans ce use case que je voulais vous présenter, c'est ce que ça a eu comme conséquence au sein des équipes La Redoute. Alors, il y a eu des conséquences qui ont été culturelles parce qu'on a des catégories managers qui avaient la main sur la fixation des prix et qui utilisaient justement cette démarque. On a deux leviers principaux. On a celui en fait de l'achat média, en fait de la publicité, et on a celui de la démarque. Et en fait, ils se retrouvaient du jour au lendemain en quelque sorte démunis, là où ils avaient l'habitude de faire un peu ce qu'ils voulaient et ils étaient incentivés d'ailleurs sur leur vente. Donc ils utilisaient ce levier assez abondamment pour pouvoir maximiser les ventes. Et ils avaient tendance à avoir un peu la main lourde justement sur la promotion et la démarque pour pouvoir vendre leurs produits. Ils se sont retrouvés en quelque sorte à challenger et on les a presque, pour pas dire démunis, en leur disant ça va être un algorithme qui va gérer cet aspect-là. Alors gérer, c'est un grand mot, j'y reviendrai rapidement dans quelques instants. Ensuite, on a eu un impact opérationnel puisqu'en fait, ils sont incentivés sur comment dire, sur cette démarque. Et donc, du coup, l'argument qui nous est opposé, c'est comment vous pouvez nous juger et comment dire, nous rétribuer sur la base de nos performances si on perd un levier aussi important que cette promotion. Et donc, il y a un problème dans les incentives et dans la façon dont on est intéressé du point de vue de la rémunération. Donc, là, s'il s'est posé ce type de problème. L'autre problème, c'est qu'au début en fait, de la modélisation, quand on a commencé à travailler sur l'algorithme, on s'est vite rendu compte que l'algorithme, parfois, avait tendance comment dire, à ne pas baisser certains prix, voire même à proposer des augmentations de prix. Et ça nous a beaucoup surpris, évidemment, même nous, et la direction, les gens de la direction commerciale qui géraient ces aspects-là nous ont dit, mais comment voulez-vous qu'on vende plus nos produits en augmentant les prix? Et en essayant de faire un peu de whiteboxing et en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passait, on s'est rendu compte que l'algorithme faisait utiliser certains produits comme faire valoir. Vous savez par exemple qu'à la Redoute, on a deux gammes de produits meubles. On a un NPM et Redoute intérieur, un NPM étant le haut de gamme, et c'est-à-dire les produits sur lesquels on marge le plus, puisqu'un NPM est plus haut de gamme. Et l'algorithme, en quelque sorte, hein, je mets des guillemets, à raisonner en disant que si en fait des produits Redoute intérieur d'entrée de gamme en fait ou de gamme moins élevée étaient moins attractifs en fait et qui faisaient concurrence interne finalement à un NPM, eh ben, en fait, les gens se rabattraient sur un NPM qui est plutôt plus quali, etc., et qu'on margerait plus. Et donc, on a sacrifié des produits Redoute intérieur, en quelque sorte, au profit d'un NPM. Et donc, effectivement, ça, c'était pour les catégories managers du produit sacrifié, quelque chose de pas très acceptable. Et donc, il a fallu revoir aussi l'organisation, voir un peu comment on pouvait composer avec ce type d'arbitrage. Ça a posé aussi des questions philosophiques. Est-ce qu'on a vocation à vendre des produits qui font office de faire valoir pour des produits sur lesquels on marge plus et qu'on souhaite plus vendre? Ça, c'est une question qui était intéressante. Et puis, il y a aussi d'autres aspects culturels qui se sont posés, hein. Par exemple, il y a des gens qui nous ont dit on voudrait comprendre le raisonnement de l'algorithme. Il a fallu leur expliquer que déjà un réseau de neurones, on pouvait pas, enfin, forcément très facilement leur expliquer comment ça fonctionnait parce que il fallait quand même un certain bagage en mathématiques. On ne fait pas 5 ans d'études pour devenir data scientist et pour rien, hein. Ça ne s'appréhende pas comme ça en une réunion. Et puis par ailleurs, même si on arrivait à whiteboxer un petit peu les choses,
Voilà, on n'a pas forcément vocation à tout comprendre, au même titre que moi, je n'ai pas besoin de comprendre le raisonnement de tous mes collaborateurs. J'ai aussi des KPI qui me permettent de les évaluer, mais j'ai aussi vocation à leur faire confiance. On doit apprendre à manager en fait des algorithmes et avoir des KPI pour les évaluer sans forcément avoir besoin de comprendre exactement tous les raisonnements. Voilà un petit peu. Alors, je ne savais pas de combien de temps je disposais. Donc, voilà un petit peu. J'ai essayé de faire vite et désolé si j'ai été trop vite. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner un peu une idée des sujets qu'on abordait et comment les aborder à la Redoute.